Chaque année, Octobre Rose revient avec une question récurrente. Verrons-nous enfin la fin du cancer du sein ? Cette année, la recherche française contre les cancers féminins fait un nouveau bond en avant avec les biomarqueurs circulants. Sur le papier, le principe est simple. D'une part, cette technique permet de repérer les traces ADN du cancer pour le déceler au plus tôt chez des patientes qui n'ont pas encore développé les symptômes de la maladie. D'autre part, les soignants peuvent prévenir au plus tôt les rechutes en repérant le phénomène de résistance au traitement pour les patientes qui sont déjà en thérapie mais avant qu'elles ne soient atteintes par les symptômes d'une rechute. Chaque année, environ 60 000 nouveaux cas sont décelés en France et presque 1 million de femmes en sont atteintes actuellement sur le territoire. Il s'agit du cancer féminin le plus répandu. À l'occasion d'Octobre Rose aujourd'hui, on vous en dit plus sur le cancer du sein. Il touche chaque année 61 000 femmes et a provoqué presque 13 000 décès en 2022 en France. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Mais heureusement, grâce à la recherche active, les traitements évoluent et offrent ainsi une meilleure prise en charge de la maladie et de la patiente. On en parle avec nos invités autour de la table. Ludivine a 38 ans. Il y a 4 ans, le diagnostic tombe. Elle est atteinte d'un cancer du sein triple négatif. Elle va nous en parler dans un instant. Merci d'être avec nous, Ludivine. Et puis, Éric Solari, professeur d'hématologie à l'université Paris-Saclay, chercheur à Gustave-Roussy et vice-président de la Fondation ARC. Merci d'être avec nous. Cancer du sein, les avancées médicales, on vous en dit plus. Et vous le savez, on commence toujours cette émission par l'opinion publique. Chaque année, plus de 2 millions de femmes dans le monde reçoivent ce diagnostic. En France, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Près d'une femme sur 8 y sera confrontée au cours de sa vie. Mais la médecine avance et l'opinion publique également. Notre journaliste Hugo Valentin est allé dans la rue vous poser cette question simple. À partir de quel âge pensez-vous qu'il faut se faire dépister du cancer du sein ? Réponse. Moi, je ne sais pas, parce que bon, c'est assez intime lorsqu'une femme va chez le gynéco pour être contrôlée et tout, c'est assez intime. Mais moi, je pense, et ça devrait être pris assez jeune. Moi, je pense que 18-20 ans, je pense. Voilà. Quand on voit qu'il y a une personne qui a 25 ans, on lui dit que c'est le moment d'aller se faire dépister et tout. Oui, c'est à partir de 25 ans. Je pense que les femmes, dès qu'elles ont, des problèmes de règles, tout ça, qu'elles rentrent dans pratiquement la maternité possible, je pense qu'il vaut mieux toujours commencer à faire des dépistages, oui. Je pense que c'est assez tôt, quoi. Non, honnêtement. Mais je sais qu'à chaque examen, on vous le propose chez le gynécologue. Ces réponses montrent une réalité. L'opinion publique reste parfois partagée, parfois même mal informée. En France, le dépistage organisé commence à 50 ans, mais de nombreuses femmes, notamment celles qui ont des antécédents familiaux, consultent bien plus tôt. Grâce au dépistage organisé des cancers du sein, la maladie peut être détectée à un stade précoce. Dans ce cas, ce cancer se guérit 9 fois sur 10. Pourtant, moins d'une femme sur 2 y participe, alors qu'elles sont 95% à déclarer y être favorables, d'après l'Institut national du cancer. Le cancer du sein n'est pas qu'une statistique, c'est une histoire humaine. Le cinéma et la littérature s'en sont emparés. Dans De plus belle, un film réalisé par Anne-Gaëlle Daval en 2017, Florence Foresti incarne une femme, Lucie, qui, après un cancer du sein, tente de retrouver confiance en elle. Pour elle, la maladie est presque un lointain souvenir. Elle fait la connaissance de Clovis, un homme beau, charmeur, qui va tout faire pour séduire Lucie. Elle fait aussi la rencontre de Dalila, prof de danse. Grâce à elle, Lucie va réapprendre à s'aimer pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su être. Réapprendre à s'aimer, réapprendre à vivre après un cancer, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis dans Mama, un autre film, celui de Julio Medem, sorti en 2016, Penélope Cruz joue une mère, Magda, confrontée à la maladie. Institutrice et mère d'un petit garçon de 10 ans, elle doit faire face au cancer du sein. Extrait. Quand avez-vous senti cette boule ? Il y a 2 mois environ. Est-ce que je dois m'inquiéter ? C'est un stade 3. Est-ce que vous êtes malade ? J'ai un cancer du sein. Vous savez que dans cette épreuve, il faudra vous montrer plus forte que vous ne l'êtes.
On va pas verser de larmes. Je te demande seulement de m'aider à être forte. Mon amour. Un de tes vœux s'est réalisé. Lequel? C'est une fille. Comme Magda, des milliers de femmes choisissent de ne pas se laisser abattre et de vivre. On parlera de la volonté, mais aussi de l'importance de l'entourage avec nos invités dans un instant. Aujourd'hui, la recherche ouvre des perspectives, médecine personnalisée, immunothérapie, dépistage plus précoce grâce à l'IA. Mais l'opinion publique reste marquée par l'image d'une maladie grave, lourde, qui fait peur. Pensez-vous être bien informé? Réponse au micro de notre journaliste Hugo Valentin. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des images qui montrent comment on peut se palper du coup la poitrine pour voir si on n'a pas potentiellement un cancer du sein, mais sinon j'en sais pas plus. Après moi je suis dans la pharmacie donc du coup je suis un peu plus informée sur les trucs donc pas besoin de sensibilisation puisque je vois ça en cours. Bien informée, je dirais j'ai les infos qu'il faut. Du moins je pense. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout informé à ce niveau-là. Je sais que les femmes font des mammographies et que, justement, on peut déceler le problème grâce à ça. Et les gens qui sont mariés et qui ont une femme, je pense qu'ils s'intéressent bien aux problèmes de leur femme. Je suis bien informée, ou tout du moins je suis bien suivie. C'est surtout ce qu'il faut que je fasse dans mon cas personnel. Au sujet du cancer du sein, après dit pas à travers mon épouse, oui, forcément. Après, effectivement, c'est un sujet qui me concerne pas, mais je serais passé à travers, oui, c'est vrai. Un peu. J'ai quelques conseils de mon médecin, notamment de mon gynécologue, sur la palpation. Après, concernant le traitement en lui-même ou la prévention, j'avoue que je ne suis pas encore très au fait. La campagne Octobre Rose est un moment fort. Chaque année, discours, mobilisation, médias pour sensibiliser au dépistage et à la prévention. Des événements sont organisés partout en France. Il y en a forcément un près de chez vous. Renseignez-vous et surtout, faites-vous dépister car rappelons-le, plus le dépistage est précoce, plus les chances de guérison dépassent les 90%. Ludivine a 38 ans. Il y a 4 ans, le diagnostic tombe. Elle est atteinte d'un cancer du sein triple négatif. Après une première phase de traitement, Ludivine est en rémission et décide de participer à un programme de recherche avec l'Institut Curie. Ce programme lui permet de détecter rapidement une rechute, indétectable par les méthodes existantes à ce stade. Aujourd'hui en rémission depuis 2 ans, ce diagnostic précoce lui a sauvé la vie. Elle nous parle de son histoire tout de suite. Ludivine, on parle de cancer du sein donc, depuis le début de cette émission, mais on dit les cancers du sein parce qu'il y en a plusieurs et le vôtre, c'est un triple négatif. Ça veut dire quoi? Un cancer du sein triple négatif est caractérisé par l'absence de récepteurs hormonaux, donc la progestérone et les oestrogènes, et également l'absence de surexposition à la protéine HER2. Donc il est 3 fois négatif. Donc ça veut dire que c'est plus agressif qu'un autre cancer? Alors, ça veut dire qu'il est insensible à des traitements d'hormonothérapie, par exemple. D'accord. Et il est également insensible à des thérapies ciblées anti-HER2. D'accord. Comment vous avez vécu la première phase de traitement? Parce qu'il y a eu une première phase, oui. Il y en a eu une autre ensuite. Oui. La première phase, vous l'avez vécue comment? Alors, la première phase de traitement s'est pour moi bien déroulée. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé ou qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Ça veut dire qu'il n'y a rien eu de majeur ou de notable. J'ai traversé ma chimiothérapie de manière très simple. Elle a montré ses effets rapidement, puisque c'est un cancer qui est aussi, en tout cas pour ma part, extrêmement chimiosensible. Donc très rapidement, j'ai pu moi-même m'apercevoir que la masse diminuait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très encourageant pour continuer. Et j'ai été en rémission complète à l'issue des traitements. Oui, parce que vous avez 38 ans, oui. Ça fait 4 ans, donc vous aviez 34 ans. Les dépistages, c'est à partir de 50 ans. Comment vous l'avez su? Là, vous venez de dire, je l'ai très vite su moi-même. Oui. Comment vous l'avez su? Je l'ai su par autopalpation. Je me suis rendu compte que j'avais une masse qui me semblait anormale. Et j'ai été consulter tout de suite mon gynécologue. Et en effet, ça s'est avéré être un cancer du sein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans votre tête?
Sur l'instant, on n'y croit pas vraiment. On se dit que ce n'est pas possible. On est jeune, parce qu'on est influencé aussi par l'opinion publique. On se dit que c'est un cancer qui arrive normalement à un âge plus proche de la ménopause que 34 ou 35 ans. Parce qu'on se rend compte que c'est faux, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça arrive absolument à n'importe quel âge, et d'autant plus le cancer du sein triple négatif, il cible quand même des patientes jeunes. Donc, je le disais, il y a eu une première phase de traitement et puis il y a eu cette rechute. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement le moment où vous avez reçu le diagnostic concernant votre rechute? C'était il y a deux ans? En 2023. Ouais. Oui. Alors mon diagnostic de récidive était dans le cadre, était très encadré par un essai clinique auquel j'ai participé à l'Institut Curie, qui visait à détecter de l'ADN tumoral circulant et donc de prendre en charge la maladie précocement. Cet essai clinique consistait à faire une prise de sang tous les 3 mois, sans rien de plus. Donc c'était quelque chose de relativement peu contraignant, ni invasif ni contraignant. Et donc en simultané au suivi avec mon oncologue, j'avais en même temps cette prise de sang à faire, qui, quand tout allait bien, ne devait pas donner de résultat, c'est-à-dire une prise de sang avec un retour négatif, j'en étais pas informée. Donc l'idée, c'était que mon oncologue ne m'appelle jamais après cette prise de sang. Or, dès la deuxième, j'ai reçu un coup de téléphone m'annonçant que la prise de sang était malheureusement revenue positive. Il n'y a pas de doute, même si je le savais, parce que mon oncologue m'avait bien expliqué tous les essais cliniques, les tenants, les aboutissants, et ce qui se passerait au milieu dans les différentes situations. La première question que je lui ai posée, je pense que c'était quand même mais est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a une récidive? La réponse était oui, mais qu'il fallait s'assurer de la localisation de la récidive. Et donc là, il se passe quoi alors? Alors là, très rapidement, un PET scan est organisé. Donc dans les 48 heures, je fais un examen d'imagerie. Donc c'est un examen qui permet, où on vous injecte un radioélément glucosé qui concrètement va se fixer sur les cellules tumorales parce qu'elles sont très grandes consommatrices de sucre. Donc concrètement, vous voyez une image de radio partout où ça fixe. En dehors du cerveau, parce que c'est une zone qui est naturellement consommatrice de sucre, mais si ça fixe à des endroits, c'est que c'est l'endroit où il y a la récidive. D'accord. Et donc là, résultat du PET scan? Eh bien, résultat du PET scan, récidive confirmée de manière très locale. C'est-à-dire j'avais un petit ganglion qui était d'ailleurs passé inaperçu en fait, à l'auscultation clinique. Donc là, nouveau traitement? Nouveau traitement, nouveau protocole de chimiothérapie qui a été mis en place. Pas le même traitement que la première fois alors? Alors, entre 2021, où j'ai été traitée pour la première fois, et 2023, les traitements ont changé. D'accord. Donc j'ai eu accès à l'immunothérapie, ce qui n'était pas le cas en 2021. Mais pour le reste, la chimiothérapie était globalement la même. C'est en suivi la chirurgie pour une reprise axillaire et de la radiothérapie. Et par la suite, tout ça a été consolidé par un traitement qui semble assez nouveau aussi, ou en tout cas pas très ancien. J'ai été traitée pendant 1 an par inhibiteur de PARP pour aider. Ce qui veut dire c'est une molécule, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est une molécule en fait, qui vise à réparer les séquences d'ADN. Enfin, ça agit vraiment pour aider en fait, le corps à détruire le cancer, si jamais il doit arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est cet essai clinique qui vous a sauvé la vie? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous vous dites? Complètement. Oui, c'est ce que je me dis, c'est ce que je dis à mon oncologue, c'est ce que je dis autour de moi, bien sûr. Vidivine, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui? Vous êtes dans une phase de grande turbulence, sans doute l'une des plus grandes de toute votre vie. Vous n'êtes pas seule et ça n'enlève en rien votre valeur. Et ça ne vous définit pas en tant que femme. Même avec votre cancer du sein, vous restez une femme.
Au cœur de l'Institut Curie, l'un des centres de référence en France pour la lutte contre le cancer, la recherche ne s'arrête jamais. Notre journaliste Antoine Boitel s'est intéressé aux avancées dans la lutte contre le cancer du sein, avec un focus particulier sur la détection précoce des rechutes, un enjeu crucial pour améliorer les chances de survie et la qualité de vie des patientes. Reportage. Alors, les biomarqueurs circulants sont des objets circulants dans le sang et qui vont nous permettre de nous renseigner sur la maladie et le cancer qui est en développement et déjà diagnostiqué. Donc actuellement, les recherches portent sur différents aspects. Ça peut être le diagnostic ou ça peut être le suivi de la maladie, détecter plutôt les récurrences, ou dans le cadre de nos recherches les plus récentes, détecter la résistance au traitement en cours. Parmi les applications déjà en routine, on retrouve la caractérisation du cancer, c'est-à-dire la recherche de mutations qui permettent de donner des traitements appropriés en fonction des mutations présentes dans le cancer. Parmi les applications qui sont de l'ordre encore de la recherche, on va trouver la détection précoce des rechutes et on va trouver aussi plus tard la détection des cancers chez des personnes qui n'ont pas encore de cancer. Nos recherches les plus récentes ont porté sur la caractérisation de la détection précoce de la résistance à un traitement, de manière à anticiper la réévolution du cancer et éventuellement changer de traitement avant qu'il n'y ait une réévolution du cancer et des symptômes qui peuvent nuire à la qualité de vie des patientes. Parmi les choses qui peuvent être détectées, on peut détecter l'ADN tumoral circulant. Ce sont des fragments d'ADN qui sont relâchés par le cancer et qui sont donc détectables par une simple prise de sang. Le dépistage sauve des vies, c'est très important de le rapporter et permet de diagnostiquer des tumeurs dont le traitement sera plus léger parce que diagnostiqué à un stade plus précoce. Nous avons la chance à l'Institut Curie de pouvoir nous appuyer à la fois sur un hôpital mais aussi sur un centre de recherche et la combinaison donc des deux facteurs ainsi que l'Institut universitaire des cancers des femmes nous permet d'avancer à une vitesse pour l'instant inégalée et nous permet d'être parmi les équipes les plus performantes au monde sur ce sujet. Spécialiste en hématologie à l'université Paris-Saclay, chercheur au sein de Gustave Roussy et vice-président de la Fondation ARC, Éric Solary est au cœur de la recherche. Nous allons parler avec lui aujourd'hui des dernières avancées scientifiques. C'est maintenant. Professeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient de voir un reportage au cœur de l'Institut Curie avec des termes très technique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon très simple, aujourd'hui, quelles sont les avancées dans le traitement du cancer du sein ? Alors en fait, autour du cancer du sein, il y a des avancées, on peut dire, dans 3 domaines. Il y a la prise en charge thérapeutique qui a été évoquée là, comment traiter un cancer une fois qu'on l'a diagnostiqué. Et il y a énormément d'outils thérapeutiques disponibles. Et la question centrale est comment les utiliser au mieux chez chaque personne. Il y a une deuxième question qui est comment vivre après le cancer, puisqu'il y a de plus en plus de patients qui guérissent, dont on contrôle la maladie, et la qualité de vie derrière le cancer est une question devenue centrale. Et puis il y a la question avant, c'est-à-dire comment prévenir le cancer, comment le diagnostiquer le plus tôt possible, et là aussi ça nécessite énormément de travaux de recherche. Et donc sur ce point, il y a un point qui est primordial, c'est le dépistage. Avant, pour prévenir, je pense que c'est un message que vous voulez vraiment, sur lequel vous voulez vraiment appuyer, c'est le dépistage. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on est dans quand même des rares pays du monde dans lesquels il y a une politique publique de dépistage du cancer du sein qui est en place depuis 2004, qui permet aux femmes entre 50 et 74 ans de faire réaliser gratuitement une mammographie tous les 2 ans pour surveiller l'émergence d'une tumeur. Et malheureusement, moins de 50% des femmes utilisent cette opportunité. Et donc aujourd'hui, c'est la stratégie de dépistage mise en place. Elle évoluera certainement dans les années qui viennent. Ça, c'est un sujet de recherche, savoir comment faire mieux. Mais pour l'instant, c'est un outil remarquable. Est-ce qu'on peut dire qu'au cours de ces 10 dernières années, il y a eu des progrès significatifs en matière de recherche notamment et de survie et de qualité de vie des patientes ? Oui, je pense que dans tous ces domaines, on progresse quasiment chaque jour. C'est vrai que le sujet est devenu très complexe. Il n'y a pas un cancer du sein, il y a des cancers du sein très différents les uns des autres. Donc pour chaque personne, il faut trouver la bonne combinaison thérapeutique.
Et un des objets de la recherche actuelle, maintenant qu'on dispose de beaucoup de médicaments et qu'il en arrive encore de nouveaux et très efficaces sur le marché, la question est de savoir comment les utiliser au mieux chez chaque personne. Et donc, c'est à la fois apprendre à bien connaître ces médicaments, apprendre à les combiner ensemble, apprendre à ne pas en faire trop. Et donc, il y a même des essais de désescalade thérapeutique, c'est-à-dire comment on pourrait traiter aussi bien mais avec moins de médicaments. Voilà, tous ces sujets-là sont sur la table et pour chaque sous-groupe de cancer du sein, des recherches sont en cours pour essayer d'améliorer la prise en charge. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans tout ça? Est-ce qu'elle peut aider ou accompagner la recherche? Oui, alors l'intelligence artificielle, en fait, elle occupe une place croissante comme dans beaucoup de domaines, mais dans la santé et dans la recherche, c'est une place vraiment importante. D'abord, dans le dépistage, dans l'analyse d'images, elle est maintenant utilisée en routine pour améliorer la lecture par le radiologue de la mammographie. Vous savez que la mammographie de dépistage, elle est lue, et c'est la loi qui le dicte, par 2 radiologues indépendamment. Elle est aidée maintenant par l'intelligence artificielle qui aide encore à dépister de façon encore plus précise les lésions qu'on voit sur les mammographies. Donc ça, c'est déjà une application pratique. Et puis pour le diagnostic lui-même, une fois qu'on a prélevé un morceau de la tumeur pour l'analyser, l'intelligence artificielle est utilisée pour analyser ce qu'on voit au microscope, pour compléter l'œil de l'anatomopathologiste. Elle ne va pas le remplacer, mais elle va le compléter. Et puis, je pense que par la suite, on aura des algorithmes définis à l'aide de l'intelligence artificielle pour identifier au mieux les personnes à risque de développer un cancer du sein, pour mettre en place un dépistage personnalisé, pour adapter toute la politique de dépistage, de prévention et de traitement de ces maladies. Aujourd'hui, si on devait résumer, quels sont les axes les plus prometteurs pour les 5 années, les 10 années à venir? Quelles sont les avancées médicales les plus prometteuses? Alors, je crois que d'abord, on va commencer par le traitement d'un cancer diagnostiqué, une fois qu'il est établi. La question aujourd'hui, les questions qui sont sur la table, ce sont comment utiliser au mieux les médicaments dont on dispose déjà, ou introduire les nouveaux médicaments, faut-il les mettre avant la chirurgie, après les chirurgies, à quel moment, à quelle dose, en même temps que d'autres médicaments ou indépendamment. Tout ça, ça nécessite énormément d'études et d'essais. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Et encore une fois, il y a des nouveaux médicaments qui apparaissent. Après, dans ce qui concerne le suivi, c'est un nouveau sujet qui est quelle est la qualité de vie des gens une fois qu'on a eu un cancer. On sait qu'il y a un impact du traitement sur l'organisme en général et la vie après cancer. Et donc, comment limiter, voire empêcher cet impact? C'est un grand sujet qui émerge dans la recherche et pour lequel on commence déjà à avoir des outils de prise en charge. Et puis, le troisième grand axe de recherche, je l'évoquais tout à l'heure, prévention, dépistage, qui est un axe clé, c'est comment passer d'une politique publique, c'est ce qu'on a aujourd'hui et il faudrait l'utiliser au mieux, à un dépistage qui, dans les 10 ans, 15 ans qui viennent, sera personnalisé. On aura des algorithmes en disant, vous, votre mode de vie, votre âge, votre histoire familiale, etc. On entre tout ça dans une base de données et on évalue un risque individuel. Et à partir de là, on met en place un dépistage qui sera personnalisé, qui sera à un rythme adapté à la personne. Donc ça veut dire plus forcément un dépistage qu'on fait à partir d'un certain âge, mais qui pourrait intervenir finalement plus tôt. Alors c'est une autre question, c'est une question ça qui est déjà sur la table, qui est de savoir s'il faut rester entre 50 et 74 ans ou s'il faudrait faire un dépistage plus précoce, parce qu'on sait qu'on observe en ce moment une augmentation de ce qu'on appelle les cancers précoces, c'est-à-dire les cancers de l'adulte de moins de 50 ans, et que cette fréquence qui est probablement due à notre mode de vie sans qu'on comprenne exactement tous les facteurs qui sont en cause, font qu'on se pose la question de lancer un dépistage plus précoce. Il n'y a pas de décision prise à ce sujet, il y a des études en cours pour essayer de voir quel en serait l'impact et le coût. Voilà. Quel message d'espoir vous voudriez faire passer aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Quel message transmettre aujourd'hui? Je crois que d'abord, on peut constater qu'on a énormément progressé dans la prise en charge des cancers en général, mais des cancers du sein en particulier, avec des taux de... Le juge de paix, en quelque sorte, c'était la survie à 5 ans jusqu'à très récemment. Donc on voit bien qu'en termes de survie à 5 ans, on est monté à des taux très très élevés, on est à presque 90%. Ouais. Reste que chez un certain nombre de patientes, on chronicise la maladie, qui persiste, mais qui permet de vivre avec, ou bien des rechutes tardives peuvent survenir.
Et donc, les sujets d'espoir, c'est d'apprendre à mieux anticiper ces situations, à mieux les détecter, à les détecter plus vite et à réagir de façon plus précoce pour avoir plus de chances de contrôler ces situations qui restent compliquées à gérer. Merci beaucoup, Éric Solary, d'être venu avec nous sur ce plateau. Et puis, évidemment, un message, celui du dépistage. Faites-vous dépister. Voilà, ça, c'est le message le plus important à faire passer aujourd'hui. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez plus de renseignements, eh bien, vous pouvez vous rendre sur différents sites internet, notamment celui de la Fondation ARC, fondation-arc.org. Vous avez également le site de la Ligue contre le cancer, ligue-cancer.net, le site de l'Institut national du cancer, cancer.fr, et puis, on l'a vu dans cette émission, l'Institut Curie, que vous pouvez consulter sur curie.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'être venus sur notre plateau. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis, pour ne rien rater de 20 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.